Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des mots simples où on va parler d'insomnie. Aujourd'hui, cet épisode, il est un peu lourd émotionnellement, je tiens à vous dire. Souvent, quand je fais les ateliers du sommeil et que je parle à des personnes, c'est vrai, les gens me disent, voilà, c'est un peu lourd tout ce que vous dites. Donc, je tiens à vous dire, c'est lourd, c'est émotionnellement chargé. Le but étant quand même d'essayer de balayer un peu toutes ces notions en lien avec le sommeil et les conséquences d'une vie difficile sur le sommeil. Une étude a montré en 2023 que 85% des personnes présentant une insomnie chronique avaient des signes d'état de stress post-traumatique. Je vous explique tout ça. Quand on a vécu quelque chose de difficile dans la vie, on a notre corps qui se met en stress. Pourquoi? C'est grâce ou à cause de notre amygdale cérébraleuse qui va déclencher toute une cascade hormonale et de signaux de stress. Et je vous explique pourquoi. C'est simple. On est tous faits comme nos ancêtres préhistoriques. Et à l'époque, quand on prenait tous un chemin et qu'à ce moment-là, il y avait une bête féroce ou qu'il y en avait un du groupe qui se faisait tuer, on était tellement stressé que jamais plus on ne repassera par là. Donc ce stress est utile et lié à la survie de l'espèce. On est comme ça. Sauf que au quotidien, quand on n'a pas tout le temps des bêtes féroces à côté de nous, notre danger de mort n'est pas vraiment présent. Cependant, on est fait de la même façon, c'est-à-dire que notre amygdale cérébraleuse va envoyer les signaux d'alerte. Attention, attention, il ne faut plus jamais revivre ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, énormément de personnes qui viennent nous voir en consultation, je pose systématiquement la question, est-ce que quand vous avez été plus jeune ou dans votre vie, est-ce que vous avez eu des éléments traumatisants? Quand il y a eu des événements traumatisants, notre corps est tout le temps en stress. Et les gens me disent, mais moi je suis tout le temps en train de penser et je me sens en insécurité. Pourquoi c'est très important de vous parler de ça? C'est que la majeure partie des personnes qui présentent une insomnie sont des personnes qui justement ont vécu des choses difficiles et se sentent en insécurité. Et cette insécurité nous empêche de trouver le sommeil. Pourquoi? Je vous explique. On est tous en nous des enfants, on est tous en nous des bébés. Et si vous voyez un bébé essayer de s'endormir, il ne pourra s'endormir que s'il a deux conditions. Un, il doit avoir sommeil. Si vous essayez de faire dormir un enfant qui n'a pas sommeil, c'est impossible. Deux, il doit se sentir en sécurité. Si un enfant ne se sent pas en sécurité, il ne s'endormira jamais. Et c'est la même chose pour vous. Si vous ressentez de l'insécurité, vous allez avoir du mal à trouver le sommeil. Et c'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes me disent, mais moi, il s'est passé quand j'étais petit, il s'est passé des choses la nuit, des choses difficiles. Et du coup, dès que la nuit arrive, je repense à ces choses-là. Mais c'est normal. On a des personnes qui nous parlent de choses atroces, qui nous parlent de viol, qui nous parlent d'agression, qui nous parlent de violences physiques, morales, sexuelles. C'est terrible. Il y a des personnes qui rentraient chez eux et qui se faisaient violenter par un membre de la famille, par exemple. Et ça, c'est du quotidien. Aller vivre avec ça et demander à quelqu'un qui a vécu un traumatisme le soir d'essayer de s'endormir, ce n'est pas possible. On doit traiter tout cela pour pouvoir avoir un bon sommeil. Donc, ce que je vous ai dit avant dans les autres épisodes n'est valable que si on se sent en sécurité. La sécurité, elle se travaille. Donc, il existe d'excellents psychologues, d'excellents psychiatres. Parlez-en à votre médecin généraliste
Là, je vais pas donner de recettes miracles, hein. Il faut aller travailler ces traumatismes. Je vais vous expliquer, ce que nous, on a l'habitude de faire et qui fonctionne assez bien, mais il existe des tonnes et des tonnes de façons de faire et vraiment, allez voir votre médecin généraliste avant de prendre quelconque décision concernant, des choses difficiles de la vie. J'aime bien dire, là aussi, lorsque je fais, mes ateliers, qu'il existe 2 sortes de traumatismes dans la vie ou de choses désagréables. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'acceptable. Bon, quand on a vécu, voilà, un accident de la route où on a eu une fracture, bon, on va s'en remettre. Quelqu'un qui nous parle très mal dans la rue, on va s'en remettre. Des choses difficiles de la vie avec les enfants, des personnes qui ont des problèmes financiers, il y en a des problèmes conjugaux. Ce sont des choses qui sont acceptables, mais qui, mis bout à bout, remplissent le vase et le vase se met à déborder et les gens ne trouvent pas le sommeil parce qu'ils sont tout le temps en train de penser à leurs soucis et souvent ils appellent ça le petit vélo du sommeil. Donc c'est voilà le petit vélo pardon dans la tête, pas du sommeil justement parce qu'il empêche de dormir et donc les personnes me disent mais moi voilà tout va bien, je suis devant la télé, tout va bien et puis là je suis dans mon lit et paf j'ai les yeux qui s'ouvrent parce que je repense à mes enfants qui ont un problème de santé ou mon mari, bon bref. Et ça, c'est très important, c'est qu'il va falloir vider ce vase pour pouvoir trouver le sommeil. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas en sécurité dans son corps avec tous ces problèmes-là. Donc là aussi, je vous en parle, il y a un dispositif merveilleux qui s'appelle Mon Parcours Psy, qui vous permet d'avoir 10 séances remboursées chez le psychologue, chez les praticiens qui sont conventionnés. Il y a des services ou votre médecin généraliste. Donc vraiment, parlez-en, parce que c'est important de pouvoir vider son sac pour pouvoir arrêter d'avoir ce petit vélo en permanence. Ça, c'est pour la partie des gens qui ont vécu des choses qui sont de l'ordre de l'acceptable. Par contre, il y a des choses qui sont inacceptables. Des gens qui ont vécu des attentats, des gens qui ont vécu des traumatismes, et il n'y a que vous qui pouvez voir si c'est acceptable ou pas. À partir du moment où on y pense souvent, on y pense la nuit et que ça revient sans cesse, c'est que ça a été tellement important que vous avez des flashs et ça veut dire que l'amygdale cérébraleuse s'est mis en route. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir traiter ce traumatisme vraiment en profondeur. On utilise, nous, 2 techniques, il en existe plein d'autres, je vous parle juste de mon expérience. La première technique qui est utilisée, c'est l'EMDR, qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Ce sont des techniques qui ont été inventées il n'y a pas si longtemps que ça, quelques dizaines d'années, par une chercheuse qui s'est rendue compte qu'en faisant gauche-droite avec les yeux, elle se rendait compte qu'elle avait moins d'émotions. Par chance, c'était une chercheuse en neurosciences qui a créé des protocoles qui vont aider à se détacher émotionnellement des traumatismes qu'on a eus et surtout de détacher le lien entre un souvenir et une émotion. Beaucoup de théories montrent que cela va mimer ce qui se passe en sommeil paradoxal. Alors d'abord, le sommeil paradoxal, pourquoi on l'appelle le sommeil paradoxal? C'est que paradoxalement, on a le cerveau qui va très très vite au niveau des ondes cérébrales, j'en parlais dans le premier épisode, et au contraire, on n'a aucun mouvement du corps parce qu'il y a un blocage au niveau du tronc cérébral et que paradoxalement, on a le cerveau qui va très vite, mais le corps qui est complètement inerte. Pendant le sommeil paradoxal, on a les yeux qui, sous les paupières bien sûr fermées, chez les gens qui ont les yeux fermés, font comme ça. Donc on a les yeux qui font gauche-droite, on appelle ça les mouvements oculaires rapides dans le classement du sommeil, des stades de sommeil. Quand on a les yeux qui font gauche-droite pendant le sommeil paradoxal, ça va mimer ce qui se passe pendant un rêve. Quand vous rêvez, imaginez que vous faites
dévoré par un loup en pleine forêt, vous vous réveillez en pleine nuit, vous êtes en sueur, vous êtes pas bien, enfin, c'est terrible, vous êtes émotionnellement très lourdement chargé. Et ben, le lendemain ou le surlendemain, vous n'allez pas du tout parler de cela avec des mauvais souvenirs. Vous allez dire: «Oh là, je me suis fait, dévorer dans la forêt». Bon, presque on en rigole, et ben, parce que il y a eu un détachement émotionnel entre le souvenir et l'impact émotionnel qui s'est passé. Finalement, les émotions sont rangées dans, la case des rêves. Et ben ça, c'est exactement ce qui va se passer en EMDR chez des praticiens qui sont formés. Cela, donc, ce sont des protocoles où on va penser à un souvenir désagréable, évidemment, et en fonction des praticiens, la plupart du temps, vont faire une répétition avec les yeux gauche-droite pendant une trentaine de fois, faire une grande aspiration et le répéter sur plusieurs cycles. Il existe des protocoles qui sont validés scientifiquement. Et au bout de plusieurs séances, les personnes vont pouvoir se détacher émotionnellement euh, des émotions liées à ce souvenir désagréable. Il faut savoir que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre un souvenir rêvé et un souvenir réellement vécu autrement que par la présence des émotions. Et certains tribunaux pourront le témoigner. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se créer des souvenirs en y ajoutant des émotions, et c'est très compliqué de distinguer le vrai du faux, et donc ça entraîne des conséquences assez désagréables. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez vécu des choses désagréables, traumatisantes, allez voir un praticien qui peut vous aider là-dessus. Je parle de l'EMDR, il existe d'autres techniques comme l'EFT, j'en parlerai pas ici. Il existe d'autres techniques, mais parlez-en à votre médecin ou allez trouver un praticien qui est diplômé de EMDR. Ceci va vous permettre de détacher, comme on l'a dit, les émotions d'un souvenir et d'être beaucoup moins impacté par les émotions au moment où vous allez dormir, et vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus en sécurité et d'avoir beaucoup moins le petit vélo dans la tête. Alors le petit vélo dans la tête, scientifiquement, on l'appelle l'hypervigilance, c'est qu'on se sent toujours en insécurité, et donc beaucoup de personnes présentent des difficultés à trouver le sommeil parce qu'on a le petit vélo dans la tête. Mais le petit vélo dans la tête, on peut le calmer et on peut se sentir en sécurité grâce à d'autres techniques. Donc, on a parlé de l'EMDR avec les yeux. Il faut savoir que ça peut aussi être de l'EMDR avec du tapping, c'est-à-dire que les gens vont se taper gauche, droite, le bras gauche de façon croisée, si vous ne me voyez pas sur la vidéo, ou taper les cuisses gauche-droite. En fait, il faut qu'il y ait une alternance de conscience du côté gauche et du côté droite pour valider l'EMDR. Pour pouvoir se sentir en sécurité maintenant, on utilise beaucoup l'apprentissage de l'auto-hypnose. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'est l'auto-hypnose, c'est-à-dire savoir rentrer soi-même dans un état qui correspond à l'hypnose. Pour ceux qui vont dire « Oh là, mais moi j'ai vu ça à la télé, ça me fait peur », attention, il y a une grande différence entre l'hypnose médicale et l'hypnose de spectacle. Là, on est dans l'hypnose médicale. L'hypnose médicale est validée scientifiquement. Ce sont des états de conscience qui sont parfaitement validés, et vous avez des ondes du cerveau qui sont en général entre 4 et 7 Hz. Ce sont des ondes θ qui correspondent, pour nous les médecins du sommeil, au stade 1 du sommeil. Donc, vous êtes en hypnose, par exemple, quand vous vous endormez, vous êtes en train de vous endormir et que vous avez les idées qui se brouillent un petit peu, que vous commencez à rêver, que vous commencez à être dans un état un petit peu second, vous commencez à penser à un lieu, à des couleurs. Ben ça, c'est de l'hypnose, et 100% des personnes rentrent dans ce stade, enfin, quasiment 100% des personnes rentrent dans ce stade pour commencer les cycles de sommeil. L'immense majorité ont du stade 1 avant de rentrer dans le stade 2.
Et donc, les personnes qui disent « moi je suis pas réceptif à l'hypnose », c'est un petit peu compliqué d'entendre ça. Si ils ont du stade 1, c'est que probablement ils ont cette capacité à rentrer en hypnose. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont une insécurité telle qu'ils ne se laissent pas aller à l'hypnose, et ça se travaille assez précisément. On est également en hypnose quand on est, par exemple, au volant de sa voiture et qu'on va se dire « Tiens, je suis déjà là, je m'étais pas rendu compte, là j'étais dans mes pensées ». Et ben ça, c'est de l'hypnose. On a des ondes du cerveau qui sont générales, qui sont beaucoup plus ralenties. Et donc, vous comprenez bien qu'on peut être conscient, on peut regarder, accélérer, freiner, être en sécurité dans sa voiture, tout en ayant une pensée pour autre chose, quelque chose d'agréable, la plupart du temps. Et l'avantage de savoir rentrer soi-même dans cet état d'hypnose est intéressant parce qu'on va pouvoir le faire à n'importe quel moment dans la journée pour se reposer. J'en parlais lors du premier épisode, très compliqué de se reposer en journée, mais si vous savez rentrer en hypnose, vous saurez vous reposer. Et c'est très important pour créer un climat de sécurité pour pouvoir s'endormir la nuit, surtout si on a vécu des choses pas faciles. Donc c'est très important d'avoir en tête que le côté émotionnel fait partie intégrante de votre guérison de l'insomnie, parce que tant que vous ne vous sentirez pas en sécurité, vous ne pourrez pas vous endormir facilement. Alors si vous vous endormirez bien au bout d'un moment, parce que vous aurez tellement envie de dormir que vous allez tomber dans le sommeil, mais peut-être que vous allez être en dette de sommeil parce que finalement, c'est une notion de rapport entre le petit vélo dans la tête qui nous empêche de dormir d'un côté et notre force de sommeil de l'autre qui nous fait nous endormir. Donc tout ça fait qu'il va falloir trouver ce juste milieu entre les traumatismes que j'ai vécus, les émotions, ma somnolence. Et ça, personne ne pourra vous dire ce qu'il vous faut faire. Il va falloir que vous trouviez vous-même le bon équilibre en allant bien sûr demander de l'aide à votre médecin, à un psychologue pour travailler tout ce côté émotionnel. Merci d'avoir écouté, merci pour ce troisième épisode et on se revoit très vite.